Monsieur le Président. Merci à l'AMCAR, merci au laboratoire Servier. Parler de l'hypertension, c'est quelque chose de simple et de difficile en même temps. L'hypertendu tachycarde est une catégorie d'hypertendus qui est importante à cibler car l'approche thérapeutique en première intention ne serait pas la même que selon les recommandations classiques. Mon topo va être déroulé en plusieurs sous-chapitres. Je vais parler de la bithérapie, du médicament qui, à mon sens, devrait initier la prise en charge de l'hypertension artérielle, qui est l'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Je vais replacer la fréquence cardiaque dans le contexte de l'hypertension artérielle. Ensuite, je parlerai de son traitement et des associations thérapeutiques. On sait tous que l'hypertension artérielle, ce sont des complications cardiaques, vasculaires, cérébrales, rénales, et que malgré les efforts qui ont été faits, eh bien, cette mortalité a presque doublé de 1990 à 2013, et chaque année, on perd 10,4 millions de morts avec 208 millions d'années de vie secondaires à l'hypertension artérielle. Lorsqu'on voit également ce registre international, on voit que malgré les efforts qui ont été faits pour traiter l'hypertension artérielle, eh bien, il n'y a pas eu amélioration de la fréquence de l'hypertension artérielle systolique. Au contraire, il y a eu une élévation de 13% chez l'homme, sans aucun changement chez la femme. Et que malgré l'agressivité thérapeutique, lorsqu'on voit l'étude FLASH, eh bien, un malade sur deux est contrôlé en consultation externe, et donc cela dénote la difficulté de traiter les hypertendus. Lorsqu'on voit l'expérience ici au Maroc, eh bien, uniquement 17% des patients ont été contrôlés par un traitement médical. Et on sait d'emblée que majorer une dose d'un seul antihypertenseur fait beaucoup moins que le doubler, que ajouter un deuxième médicament, d'où la recommandation de cette bithérapie comme traitement de première intention dans la grande majorité des sujets hypertendus, et que le choix de la société européenne va vers l'association d'un bloqueur du système rénine-angiotensine avec un anticalcique ou avec un diurétique, et que le bêta-bloquant va être réservé aux coronariens, quelle que soit la forme de la coronaropathie, à l'insuffisance cardiaque, et lorsqu'il existe une fréquence cardiaque élevée. Mais parlons un petit peu des mécanismes de l'hypertension artérielle. Sur le plan pratique, eh bien, 3 mécanismes principaux vont être confrontés, et il est exceptionnel qu'on trouve ces 3 mécanismes dominants chez tous les malades. Eh bien, chez le premier groupe, vous allez avoir l'angiotensine qui est prédominante, et donc une stimulation du système rénine-angiotensine prédominante dans la genèse de l'hypertension artérielle. Et j'insiste sur l'angiotensine, car c'est l'angiotensine qui est responsable d'un certain nombre d'effets vasculaires et cardiaques, et donc c'est elle qui va cibler le pronostic cardiovasculaire. Le deuxième mécanisme, c'est le système nerveux sympathique et son expression clinique qui est la fréquence cardiaque. Et enfin, la volémie qui est représentée par la rétention hydrosodée. Que nous disent les recommandations de 2020 de la Société internationale d'hypertension artérielle? Eh bien, d'abord, ces recommandations ne préconisent pas d'associer un diurétique en première intention. C'est soit un bloqueur du système rénine-angiotensine anticalcique à petite dose ou à dose élevée. Et on ajoutera un diurétique, et là, le diurétique, pas n'importe quel diurétique, pas l'hydrochlorothiazide, c'est soit l'indapamide, soit la chlorthalidone. Ce sont des diurétiques qui ont été choisis par ces recommandations parce qu'ils ont une durée d'action qui est importante, qui couvre les 24 heures. Et on ajoutera un bêta-bloquant dans les situations qui ont été citées dans les recommandations européennes.
Mais on sait également que tous les antihypertenseurs vont diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral et vont diminuer le risque d'atteinte rénale. Par contre, le pronostic cardiovasculaire et l'atteinte cardiaque va dépendre de la molécule qu'on a choisie pour traiter nos patients. Pourquoi l'IEC, à mon avis, doit figurer comme un médicament clé dans la prise en charge de l'hypertension artérielle? D'abord parce que bloquer le système rénine-angiotensine peut se faire de plusieurs manières. On sait que la spironolactone bloque le système rénine-angiotensine. On sait que le bêta-bloquant bloque également le système rénine-angiotensine via la rénine, et on sait que l'alcythérène bloque également le système rénine-angiotensine. Il faut la bonne molécule, avec une durée d'action réelle qui couvre les 24 heures et avec une titration facile. Et enfin, il faut privilégier les molécules éprouvées aux doses testées dans les études. Ce que l'on sait dans le système rénine-angiotensine, d'abord que les IEC donnent un peu plus de tout, 3 à 4 fois plus de tout que les ARA2. On sait que ces IEC vont donner dans moins de 1% d'enjeu œdème. Ça, on le sait. Et on sait que l'effet antihypertenseur, il est le même entre l'IEC et l'ARA2. Parfois même, il est meilleur lorsqu'on compare le telmisartan et le ramipril. Je vous rappelle que le ramipril est une molécule qui, normalement, devrait être donnée en 2 prises. Donc, c'est sur le plan de la fonction rénale, sur le plan de la chute de la tension artérielle, eh bien, l'IEC fait aussi bien que l'ARA2 avec une meilleure tolérance de l'ARA2, et ça, on le sait et on ne va pas revenir là-dedans. Par contre, est-ce que l'ARA2 a un effet cardiovasculaire? Est-ce que l'ARA2 a un effet sur l'infarctus du myocarde? Est-ce que l'ARA2 diminue la mortalité, qu'elle soit cardiovasculaire, qu'elle soit totale? Et c'est ça ce que je veux partager avec vous. Est-ce que, sous prétexte d'avoir une meilleure tolérance, on va laisser tomber des critères aussi fondamentaux que la mortalité totale, que la mortalité cardiovasculaire? Là, je fais appel au bon sens de mes amis. Donc d'abord, le bon IEC. Le bon IEC, c'est celui qui a le meilleur pic-vallée, et le perindopril est celui qui a le meilleur pic-vallée lorsqu'on le compare aux autres IEC. Et au passage, cela explique pourquoi on doit donner le ramipril, par exemple, en 2 prises. Lorsqu'on voit le traitement, l'efficacité antihypertensive par monothérapie, eh bien, le perindopril, il fait mieux que l'enalapril, que le losartan, que le telmisartan. Et que ce travail de Jean-Jacques Mourad, que j'aime beaucoup, cette plaque, je l'adore, car il nous place, nos cardiologues, au cœur de la prescription d'IEC ou d'ARA2. Il a compilé un certain nombre d'études où il démontre que la majorité des ARA2 ou des IEC ont un effet sur l'albuminurie. Mais l'effet rénal n'est pas automatique. Et l'effet cardiovasculaire, il est absent des ARA2 et il n'est présent que dans des études qui ont un IEC, c'est l'Advance ou Accomplish qui a utilisé également un IEC. Donc, diminution de l'albuminurie, effet variable des événements rénaux, mais aucun effet sur la mortalité totale et cardiovasculaire. Value le confirme, il y a une augmentation des infarctus du myocarde lorsqu'on compare le valsartan à l'amlodipine. Lorsqu'on compare le ramipril au telmisartan dans l'étude PRISMA, vous avez un échappement sur les 6 dernières heures, vous avez un échappement, et c'est pour ça que le ramipril devrait normalement être testé en 2 prises. Et lorsqu'on voit en Target, eh bien en Target qui a démontré que le telmisartan fait mieux que le ramipril sur les chiffres tensionnels, eh bien elle n'a pas pu démontrer aucune efficacité sur l'infarctus du myocarde, sur les hospitalisations par insuffisance cardiaque. Et donc un excellent ARA2, qui est le telmisartan, eh bien, contre un IEC qui devrait normalement être donné en 2 prises, n'a pas pu démontrer une efficacité sur l'infarctus du myocarde, sur l'hospitalisation par infarctus du myocarde. Et d'ailleurs, il n'y a aucune étude
aucune diapositive qui a montré une supériorité de la RA2 sur l'IEC en ce qui concerne la coronaropathie ou la mortalité par insuffisance cardiaque ou mortalité totale. Plusieurs études, je vais citer quelques-unes, ont démontré toujours la supériorité de l'IEC dans l'infarctus du myocarde, dans la mortalité cardiovasculaire et dans la mortalité totale. La même chose ici, vous avez un jeu égal lorsqu'il existe une insuffisance cardiaque ou un AVC, mais lorsque vous avez des critères comme la mortalité totale, cardiovasculaire, les événements cardiovasculaires majeurs et l'infarctus du myocarde, supériorité indiscutable de l'IEC sur une méta-analyse de plus de 23 études. Et là encore, s'il faut le démontrer, l'IEC fait mieux que la RA2 sur les sous-groupes STEMI, non-STEMI, fraction d'éjection conservée, fraction d'éjection basse, les diabétiques, les prédiabétiques. Donc, d'autant de preuves qu'il faut quand même se mémoriser lorsqu'on veut bloquer le système rénine-angiotensine. Une autre étude, l'IEC diminue la mortalité totale, diminue la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde et l'AVC. Ici, il y a une augmentation des infarctus du myocarde sous ARA2, une diminution de l'accident vasculaire cérébral, et ça on le sait, et donc il n'y a pas de protection vasculaire de l'ARA2. Et ceci s'explique par le fait qu'avec l'ARA2, on bloque la T1, mais on laisse la T2, la T3, la T4, alors que le blocage de l'angiotensine 2 non seulement va augmenter la bradykinine qui a des effets vasodilatateurs, mais il va aussi bloquer les AT2 qui sont incriminés dans l'instabilité des plaques et dans l'inflation de l'angiotensine 2. Dans l'insuffisance cardiaque, et je parle ici chez les hypertendus, eh bien l'IEC fait obligatoirement mieux que l'ARA2 et qu'on ne peut donner d'ARA2 que lorsque l'IEC est contre-indiqué. Et donc pour résumer ces études, eh bien on dira que sur la baisse de l'hypertension artérielle, les AVC et la prévention ou la réduction des événements rénaux, eh bien il y a un jeu égal. Mais sur le pronostic cardiaque, mortalité cardiovasculaire, mortalité totale, eh bien l'IEC fait mieux que l'ARA2 et ça, il faut l'avoir à l'esprit lorsqu'on veut bloquer le système rénine-angiotensine. Ceci s'explique par le niveau d'augmentation du NO2 dû à l'inhibition de la bradykinine. Ceci est dû à cette particularité de bloquer l'angiotensine qui on sait qu'elle est particulièrement impliqués dans la fibrose du cœur et dans la coronaropathie. D'ailleurs, les recommandations du NICE eh bien, vont privilégier à un certain degré la prescription de l'IEC comparativement à l'ARA2, qui n'est autorisée que lorsqu'il existe une toux ou lorsque l'IEC est mal toléré. Et le NICE, eh bien, là aussi nomme directement l'indapamide comme le diurétique qu'il faut proposer pour traiter lorsqu'on veut prescrire un diurétique. La fréquence cardiaque devrait être une cible thérapeutique. Elle devrait être une cible thérapeutique parce qu'elle représente 30% des hypertendus qui ont une élévation de la fréquence cardiaque au-delà de 80 battements par minute. Elle agit sur la mortalité cardiovasculaire, sur la mortalité cardiaque, toute cause, et sur la coronaropathie dès qu'on dépasse la fréquence cardiaque de 75 battements par minute. L'étude de Jouven non seulement a confirmé les mortalités totales et cardiovasculaires, mais elle a souligné l'augmentation de la mortalité subite lorsque cette fréquence cardiaque est élevée. Et la liaison entre hypertension artérielle et fréquence cardiaque, eh bien, c'est une liaison qui augmente la mortalité. En effet, chez l'hypertendu de sexe masculin, sur ce travail-là, toutes les causes de l'immortalité vont augmenter à partir de 75 battements par minute. Mais également chez l'homme et chez la femme, cette élévation de la fréquence cardiaque, lorsqu'elle est associée à l'hypertension artérielle, est un facteur de mortalité totale et il faut avoir comme objectif thérapeutique de contrôler la fréquence cardiaque
au-dessous de 80 battements par minute. Mieux que ça, lorsqu'on suit des sujets normotendus, eh bien, ceux qui ont une fréquence cardiaque élevée ont beaucoup plus de risques de développer une hypertension artérielle dans les 3 années du suivi tel qu'a été rapporté dans ce travail japonais. La fréquence cardiaque, c'est la traduction, c'est l'expression de l'hyperactivité sympathique. Et cette hyperactivité sympathique, elle est particulièrement présente chez le diabétique et il va changer le pronostic cardiovasculaire chez les patients diabétiques. Et vous avez ici l'explication à ce niveau. Vous avez une hyperactivité sympathique qui va entraîner d'une part la stimulation des récepteurs bêta-1 au niveau du cœur. Vous aurez une fréquence cardiaque élevée, une variabilité de la fréquence cardiaque diminuée et une augmentation de la contractilité. Au niveau du rein, vous aurez une libération de la rénine, une stimulation de l'angiotensine avec toutes ses conséquences fibrosantes, une augmentation de la pression artérielle, de l'hypertrophie ventriculaire gauche et de l'insuffisance cardiaque. Et la conjonction de ces deux facteurs, de ces stimulations des récepteurs bêta-1 au niveau du cœur et du rein, vont donner les lésions vasculaires cardiaques périphériques avec des ruptures de plaques, d'où l'intérêt de bloquer ce système sympathique. Nous connaissons également les liaisons entre le tabac et la noradrénaline et on sait que le tabac va augmenter la proportion de noradrénaline par 3 après 10 minutes après avoir fumé une cigarette. Vous avez également l'obésité qui va stimuler l'activité sympathique et vous avez l'hypertension artérielle, le diabète qui vont avoir donc une augmentation de l'activité sympathique, mais les deux associés, l'hypertendu diabétique va avoir une fréquence cardiaque et par conséquent une stimulation sympathique qui est très élevée. La Société européenne a dénombré un certain nombre de facteurs de risque qu'il va falloir contrôler, en particulier les facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire le tabac, le cholestérol, l'acide urique, le diabète, l'obésité, la sédentarité, mais elle a ciblé un élément très important qui doit figurer dans la prise en charge des hypertendus, qui est la fréquence cardiaque. Et la fréquence cardiaque, au-delà de 80 battements par minute, est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Et elle est présente chez 30% des hypertendus. Et c'est le message que je souhaiterais passer. 30% des hypertendus vont avoir besoin donc de contrôler leur système sympathique. Lorsqu'on voit l'étude value entre les sujets qui ont une pression artérielle contrôlée mais qui ont une fréquence cardiaque basse par rapport aux sujets qui ont une fréquence cardiaque élevée, eh bien le pronostic sur les événements cardiovasculaires est meilleur lorsque la fréquence cardiaque est basse. Comment on va contrôler cette fréquence cardiaque? On va la contrôler de 3 manières. Soit par les inhibiteurs des canaux IF, mais qui n'ont pas de place dans les hypertensions artérielles. Cette molécule a de la place dans l'insuffisance cardiaque, car elle cible uniquement les canaux IF et ne cible pas les récepteurs bêta-1. Eh bien, les anticalciques bradycardisants, le verapamil et le diltiazem, eh bien, ces molécules vont avoir une action nerveuse et une action sur le potentiel d'action et ils ne bloqueront pas les récepteurs bêta-1. Or, ce qu'on veut bloquer, nous, c'est l'hyperactivité sympathique et seuls les bêta-bloquants vont pouvoir bloquer cette hyperactivité sympathique. Et donc, la molécule de choix pour bloquer l'hyperactivité sympathique, c'est le bêta-bloquant. Alors, pourquoi le bisoprolol? Pour plusieurs raisons. D'abord, sur le chiffre tensionnel, lorsqu'on le compare à l'athénolol, il est nettement mieux, aussi bien pour la tension artérielle systolique que la tension artérielle diastolique. Deuxièmement, et là, le critère majeur du bisoprolol, c'est la cardiosélectivité. Il est 19 fois plus cardiosélectif sur les récepteurs bêta-1 que sur les bêta-2. Et cette caractéristique, elle est capitale, car elle va nous donner les effets qu'on attend sur le cœur et sur le rein, tout en respectant la bronchodilatation et la vasodilatation, puisque les récepteurs bêta-2 ne
ne seront pas bloqués. Ensuite, le bisoprolol va améliorer l'élasticité vasculaire et il va diminuer la pulsabilité, donc la vélocité au niveau des artères. Et contrairement à l'athénolol, eh bien, le bisoprolol diminue la pression centrale. Eh bien, vous avez ici la pression radiale et ici la pression aortique qui vont diminuer sous bisoprolol. Et donc, effet sur la tension artérielle, effet sur les récepteurs bêta-1, meilleure tolérance, puisque ici, dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, on a à peu près les mêmes effets que le placebo, et cette molécule donne d'excellents résultats en monothérapie sur les chiffres tensionnels, et elle est bien tolérée en ce qui concerne le métabolisme lipidique et le métabolisme glucidique. Les associations thérapeutiques, vous avez plusieurs études qui ont souligné l'importance de l'association bisoprolol-pérandopril. Eh bien, d'abord, cette étude qui a montré la diminution nette des chiffres tensionnels lorsqu'on associe le bisoprolol et le pérandopril et la diminution de la fréquence cardiaque. Deuxièmement, vous avez l'étude Europa qui a démontré que cette association pérandopril-bisoprolol va améliorer le pronostic cardiovasculaire et en particulier les mortalités cardiovasculaires d'environ 24%. Ensuite, vous avez tous les critères qui sont améliorés et en particulier la mortalité dans cette méta-analyse qui a regroupé l'étude Advance, Europa et Progress lorsqu'on associe le pérandopril au bêta-bloquant. Et enfin, ce travail qui a comparé bêta-bloquant ARA2 au bêta-bloquant IEC est là avec les sous-groupes que vous voulez de la pratique de tous les jours, supériorité indiscutable de l'association bêta-2-IEC. Et de plus, cette association va nous permettre de savoir est-ce que le malade adhère au traitement. Et on sait que cette adhérence de traitement est un élément capital à contrôler lorsque on veut savoir si le malade prend son traitement. Et les Suédois, s'ils sont arrivés à contrôler leurs patients, eh bien c'est parce que dans leur association figure dans un cas sur deux, dans 50% des cas, la prescription d'un bêta-bloquant. Et avec ça, ils sont arrivés à contrôler environ 80% de leurs patients. La Haute Autorité de Santé en France, eh bien, laisse cette association IEC bêta-bloquant pour le patient insuffisant cardiaque, pour le patient coronarien, et non pas, il n'y a pas écrit ici ARA2, car l'IEC, comme je le dis, a beaucoup plus d'effets sur la paroi vasculaire et sur la paroi myocardique. Quelles sont les recommandations des sociétés savantes? Eh bien, vous savez qu'on commence par un bloqueur du système rénine-angiotensine associé à un anticalcique ou un diurétique, qu'on va ajouter un diurétique lorsqu'on va ajouter les trois, ensuite l'aldostérone si on ne contrôle pas les malades, mais le bêta-bloquant a toute sa place dans ces indications privilégiées que nous avons citées tout à l'heure. Sauf que ici, sur cette plaque, normalement, devrait figurer la fréquence cardiaque. D'autant plus que c'est la Société européenne qui nous dit qu'il faut se méfier des fréquences cardiaques de repos au-delà de 80%. Et j'aurais bien aimé voir sur ce tracé une flèche qui nous dit qu'il faut avantager les bêta-bloquants lorsque cette fréquence cardiaque de repos dépasse 80 battements par minute. Je ne parle pas de la coronaropathie, je ne parle pas de l'insuffisance cardiaque ou de l'insuffisance rénale, et je ne parle pas de la fibrillation atriale. Vous savez que c'est le bêta-bloquant et le traitement de choix pour contrôler la fréquence ventriculaire, mais également lorsqu'il existe des extrasystoles ventriculaires, des extrasystoles atriales, vous savez que le bêta-bloquant, dans un travail de consensus d'experts, est le médicament qu'il va falloir proposer en première intention. Et vous savez que l'hypertension artérielle est la première étiologie des extrasystoles ventriculaires et la première étiologie des extrasystoles ventriculaires. Donc, pour conclure, je dirais que lorsqu'on traite des hypertendus, 30% ont une fréquence cardiaque élevée et que la Société européenne d'hypertension artérielle, la Société européenne de cardiologie sont d'accord pour dire qu'une fréquence cardiaque de repos supérieure à 80 battements par minute
est un facteur de risque cardiovasculaire qu'il va falloir tenir en compte et les bêta-bloquants sont recommandés pour le contrôle de la pression artérielle dans des situations spécifiques, mais également lorsque la fréquence cardiaque est rapide. Et que le bêta-bloquant, lorsqu'il est présent dans une association fixe, eh bien, va nous permettre de contrôler l'observance thérapeutique, qui est un élément capital pour contrôler l'hypertension artérielle. Et enfin, le Cosirel est le seul et la première association fixe bêta-bloquant inhibiteur de l'enzyme de conversion. Il permet de réduire la tension artérielle et la fréquence cardiaque, mais au-delà de ces chiffres tensionnels, améliore les événements cardiovasculaires par les preuves que je vous ai montrées. Je vous remercie. Merci Seb Hamid. Et tu nous as convaincu que l'association IEC inhibiteur calcique est efficace et bonne. Et dans la pratique, juste une petite question avant de conclure. Dans la pratique, quelles sont les associations à privilégier pour toi? Écoutez, la première association en dehors, lorsque la fréquence cardiaque n'est pas élevée, la première association, c'est IEC anticalcique. Je suis tout à fait d'accord et j'adhère totalement à la prescription de la Société européenne. Par contre, là où vraiment, et je ne plaide pas c'est que le bêta-bloquant n'a pas la place qu'il faut dans ces recommandations. Et on sait que déjà 30% des patients ont une fréquence cardiaque. Un bon nombre de ces patients ont une fréquence cardiaque au-delà de 80 battements par minute. Un bon nombre de ces patients sont des coronariens. Un bon nombre de ces patients sont des insuffisants cardiaques. Et il aurait fallu laisser vraiment dans la première rangée, une place pour ces patients-là. Ensuite, le diurétique, je le laisse à la fin. Vraiment, le diurétique, je le laisse à la fin. Il y a une place pour association IEC bêta-bloquant, mais il y a également une place pour l'association amlodipine bêta-bloquant. D'accord? Ce sont les trois associations qui sont intéressantes. En l'absence d'indication privilégiée de la prescription d'un bêta-bloquant, je privilégierai l'association IEC, je dis bien IEC anticalcique. Merci Saïd Hamid. Sache qu'avant que tu ne commences, le souci informatique a été rétabli. On a pu très bien te suivre sur Internet ou bien sur YouTube ou sur le site ou sur l'application. Donc tant mieux pour toi. Donc je donne la parole à Siam qui va conclure. Ne quittez pas, il y aura un tirage au sort pour la tombola. Tout à fait, c'est le moment d'annoncer le deuxième gagnant de la journée. Alors le gagnant c'est Dr Barada Ellal de Rabat. Donc vous pouvez venir récupérer dès lundi un MacBook. Il a gagné un MacBook. Il peut le récupérer dès lundi au cabinet du professeur Shraibi. Alors notre journée prend fin et je vous annonce que toutes les présentations d'aujourd'hui ont été enregistrées. Vous pouvez les visualiser dès demain. Sinon, je vous dis rendez-vous à demain, 17h30. 2 sessions vont être abordées par des orateurs de renommée. Une session sur la valvulopathie et une autre sur la coronaropathie. Donc, soyez nombreux et à demain.